Eh bien, bonjour à tous. J'aurais bien aimé être avec vous physiquement, mais les circonstances font que c'est ce lien qui est privilégié par une vidéo. Alors, comme cela a été dit dans la présentation, dans mon parcours de recherche, un tiers de ma vie était consacré aux neurosciences et en particulier à l'étude de la plasticité synaptique dans le cerveau des mammifères comme le nôtre. Et donc, j'ai pu mettre en évidence avec beaucoup d'autres chercheurs que nous étions parfaitement équipés pour finalement permettre un remodelage des circuits tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on peut biologiquement apprendre tout au long de la vie, on peut se réparer aussi. Et à côté de cette plasticité synaptique et neurologique, j'étais également enseignant et j'ai vu qu'il était très difficile de modifier les représentations des étudiants et que finalement, des erreurs qui apparaissaient une année, je les retrouvais l'année suivante quand j'avais la chance de pouvoir suivre ces étudiants. J'ai également fait de la formation d'enseignant et je me suis aperçu que tout ça faisait une boucle, ce qui m'a donné envie de quitter les neurosciences pour m'occuper des sciences de l'éducation et en particulier des liens entre la violence et l'échec scolaire. Et je suis toujours formateur d'enseignants. Alors, par rapport au thème de la journée, j'avais envie de préciser le fait que, de mon point de vue, nous avons un cerveau qui est particulièrement apte à gérer l'imprévu, à gérer l'exploration. Ça fait sans doute 2000 ans, 200 000 ans que nos ancêtres ont un cerveau à peu près similaire au nôtre et qu'ils ont dû se retrouver dans un environnement incertain. Et s'ils n'avaient pas cette capacité, ils n'auraient pas survécu et on ne serait pas là réunis aujourd'hui pour en discuter. Donc, construire des algorithmes, extraire des invariants, se débrouiller avec la météo, toujours incertaine, font partie des choses que notre cerveau nous permet d'aborder. En revanche, il y a une chose qui semblerait nous fragiliser, c'est l'incohérence. Alors, autant nous sommes bien équipés biologiquement pour aborder l'imprévu, l'inconnu, autant l'incohérence nous met en difficulté. L'incohérence, c'est lorsque deux données contradictoires arrivent en même temps. On appelle ça également l'injonction paradoxale. Et dans ce cas-là, nous sommes très rapidement en insécurité. L'insécurité maximum, c'est celle du jeune enfant qui n'arrive pas à savoir si c'est sûr que ses parents, sa mère, son père, les autres l'aiment. Et si à un moment donné, il pense qu'on l'aime, puis à un autre moment, il pense qu'on ne l'aime pas. Et donc, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Donc, que des gens sur lesquels nous pouvons compter nous disent une chose, puis l'inverse le lendemain, c'est quelque chose qui a tendance à nous mettre en incohérence, nous mettre en insécurité. Et donc, cette insécurité a pour effet de nous rendre désirables des contenus de pensée, des idées, des théories, des données qui soient immuables, qui soient des vérités. Et on a à ce moment-là un attachement affectif qui peut se produire avec ces contenus de pensée. Cela n'a rien d'étonnant dans la mesure où notre cerveau est à la fois un organe qui organise la pensée, la cognition, mais également qui est le siège des émotions. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque pensée est associé un ressenti. Et donc, lorsque nous passons en insécurité, le ressenti, la peur, l'anxiété qui nous habite à ce moment-là, fait que nous allons nous attacher plus que d'habitude à des contenus de pensée.
à des vérités. Et même transformer ce qui n'est pas forcément une vérité, parce qu'on n'a pas les moyens de vérifier que c'est une vérité, de transformer en certitude. Et quelquefois, dans les cas extrêmes, eh bien, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle « L'addiction aux certitudes », c'est-à-dire que dans une insécurité assez grande, on va se raccrocher à ces certitudes, comme quelqu'un qui se noie aura tendance à se rattacher, à se raccrocher à quelque chose qui flotte. Alors, c'est un inconvénient dans la mesure où si il existe une situation de crise, c'est-à-dire si nous devons changer, si nous ne pouvons plus faire comme avant, l'insécurité qui nous habite à ce moment-là rend difficile le fait de changer. Or, ce n'est pas le cerveau qui n'est pas équipé pour le changement. Nous avons au niveau des lobes frontaux tout ce qu'il faut pour lâcher une représentation, pour lâcher un comportement, pour lâcher une habitude. Le problème, c'est l'attachement affectif que nous pouvons avoir avec ces contenus de pensée, avec ces idées, avec ces comportements, avec des fois des méthodes, des approches. Donc, il existe un test qui s'appelle le test de Wisconsin, qui permettrait à chacun ici présent de vérifier qu'on a un score maximum, parce que le test de Wisconsin ne travaille que sur la partie cognitive. Donc, il montre que le cerveau est tout à fait capable de lâcher, de changer de règles. Et c'est ce qui se passe quand on est en apprentissage. En revanche, l'autre pôle de ce que j'essaie de dire, c'est notre attachement affectif, fait qu'on peut s'accrocher à ce qu'on pense, et du coup, cela peut devenir très difficile de penser. Alors, l'attachement affectif à nos idées demande quand même que ces idées ne soient pas trop bousculées par notre pensée pour qu'elles puissent rester stables. Il va donc être privilégié un mode de fonctionnement dogmatique, qu'on a retrouvé hypertrophié chez les jeunes qui sont aussi repérés pour leur violence. Et dans ce fonctionnement dogmatique, qui est plus dogmatique en tout cas que l'autre, va y avoir une simplification de notre pensée, c'est-à-dire qu'on va rester la plupart du temps dans l'implicite. Tout aura une valeur de vérité, comme je disais, donc pas d'hypothèse, tout est certitude. En plus, dans la manière d'administrer la preuve, on prend en compte que ce qui colle avec ce qu'on pense, avec la théorie qu'on a en tête. Et quatrième aspect, nos émotions, nos ressentis, on en a toujours. On ne peut pas ne pas en avoir, mais dans ce cas-là, elles sont projetées sur le monde extérieur. Et donc, l'inconvénient de ce fonctionnement dogmatique, c'est qu'il aboutit à une simplification du réel. Donc, on est amené à faire des raisonnements linéaires. Ceci entraîne cela, et dans un enchaînement linéaire un peu géométrique. Et du coup, il y a plein d'événements qui pourraient nous faire remettre en question ce qu'on pense, mais qui sont exclus de notre pensée. Et il est donc là le problème. Alors, ce que j'ai pu vérifier, notamment avec ces jeunes qui étaient repérés pour leur violence, c'est que si on leur donne les moyens de plus s'autoréguler, c'est-à-dire de prendre en compte leurs émotions, de ne pas les projeter à l'extérieur, mais d'accepter d'en être à l'origine, ils vont rester donc en contact avec le fait qu'ils ont peur, qu'ils peuvent avoir peur, qu'ils peuvent se sentir anxieux. Et dans ce cas-là, l'entraînement qu'ils vont recevoir, c'est l'entraînement à la pensée non dogmatique. J'ai appelé aussi cela éduquer à l'incertitude. C'est un entraînement dans lequel ils vont apprendre à sentir ce qu'ils pensent, c'est-à-dire à sentir quand leur pensée s'ouvre, ou au contraire quand elle se referme. Quand elle s'ouvre à l'inconnu, au nouveau, à la déstabilisation cognitive et affective, ou au contraire quand la pensée se referme, qu'elle défend finalement le statu quo. Et cette autorégulation va être primordiale. C'est donc, je le redis encore une fois, c'est d'arriver à ressentir ce qu'on pense. Le parallèle de cette formation qui est donnée aux jeunes et aussi aux enseignants
que j'ai pu avoir dans le cadre de ces formations qui permettent de prévenir la violence et l'échec scolaire. L'autre aspect, c'est d'arriver à penser ce que l'on ressent. Et dans ce cas-là, il s'agit de mettre des mots sur différents types de ressentis, des ressentis de sécurisation, qu'on appelait motivation de sécurisation, c'est-à-dire je me sens à l'aise et en sécurité quand je suis dans le connu, quand je suis avec des personnes que je connais, quand je fais des choses que je maîtrise. Et il y a une autre motivation aussi, c'est que si je reste dans la première, motivation de sécurisation, au bout d'un moment, je m'ennuie, et je m'ennuie en motivation d'innovation. Donc, j'ai envie d'explorer, de résoudre des nouveaux problèmes, de rencontrer des gens différents de moi. Et un des plus grands plaisirs, c'est d'arriver à résoudre des problèmes. Autrement dit, c'est de réussir des apprentissages et de gagner en autonomie, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme moi et de me laisser déstabiliser par cette rencontre qui va me transformer. Ça, c'est la motivation d'innovation. Et puis, il peut y avoir en nous la certitude qu'on n'y arrivera pas, que ce n'est pas possible, que n'importe comment ceci est une vérité qui ne peut pas être mise en question. Et tout ceci m'amène donc, avec l'addiction aux certitudes, à éprouver un troisième type de motivation qu'on a appelé la motivation de sécurisation parasitée ou d'addiction. Elle peut fonctionner par rapport à des produits, par rapport à des comportements comme la violence, et aussi par rapport à des idées comme l'addiction aux certitudes dont je faisais allusion tout à l'heure. Alors dans ce cas-là, c'est plus difficile de changer parce que ça passe par une étape qui est de reconnaître en soi à quel point nous avons besoin affectivement de continuer à penser ce qu'on pense. Alors, l'éducation à l'incertitude dont il est question ici, elle vise finalement à développer une nouvelle sécurité cognitive et affective. Passer de celle où on a l'illusion d'être en sécurité dans un monde qui ne bouge pas, on peut continuer à penser toujours la même chose, pour entrer dans un monde qui est forcément en perpétuel développement et changement. Le réel ne peut pas être fixe, ne peut pas être figé. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de l'évolution sur notre planète. Donc, cette nouvelle sécurité, elle va viser, contrairement aux fonctions dogmatiques, à expliciter, à rechercher des définitions, à faire des hypothèses plutôt que de manipuler des certitudes, à utiliser le conditionnel, le « il se peut », le « il me semble », le « à mon avis », selon moi, et surtout à préciser le domaine de validité de ce que l'on pense. C'est-à-dire, il existe telle et telle chose, dans quel contexte, comment ça a été validé, qui l'a dit avant, qui l'a observé, est-ce que je l'ai observé personnellement, etc. Et enfin, quatrième point, prendre en compte mes propres émotions. Tiens, actuellement, on dit qu'il y a une épidémie. Est-ce que je me sens tranquille par rapport à ça? Est-ce que ça me fait peur? Ah oui, ça me fait un peu peur. Alors, si ça me fait un petit peu peur, attention, parce que je vais avoir tendance à rechercher des pensées, des certitudes, et on va peut-être les trouver dans le monde complotiste, on va le trouver dans le monde des anti-complotistes. Mais tout ceci nous amène à reconnaître le fonctionnement dogmatique. Donc, par rapport à tout cela, je vais essayer, et ça me prendra du temps, de rechercher ce qui a été dit, ce qui a été publié, à quoi je peux faire confiance. Et dans ce cas, cette nouvelle sécurité, elle réside dans le fait que je peux me sentir en sécurité dans le déséquilibre. C'est-à-dire, le but n'est pas de vérifier que j'ai raison, donc de rester sur place, mais de faire comme un premier pas. Donc, quand on fait un premier pas, un enfant se met dans le déséquilibre, puis il en fait un second, avec toujours dans le déséquilibre, et on appelle ça la marche. Et s'il va un peu plus vite, on appelle ça la course. Et on voit qu'il est beaucoup plus difficile de déséquilibrer une personne qui est debout, les pieds joints, qu'une personne qui est en train de marcher ou une personne qui est en train de courir. Et cette nouvelle sécurité, dynamique cette fois-ci, cognitive et affective, que je propose de développer dès le plus jeune âge, et naturellement, si c'est possible, de le faire à l'université. Alors, je viens de préciser donc à quel point il faut rester en contact avec soi-même pour être au clair avec nos divers ressentis.
Et si je suis dans l'esprit critique, ce n'est pas le même système de motivation que si je suis dans la pensée complotiste. Dans le premier cas, je suis dans la motivation d'innovation. Dans l'autre cas, je suis dans la motivation d'addiction. Et il s'agit aussi de vérifier avec les mots qu'on utilise si on n'est pas en train de dogmatiser. Je dis souvent que le cerveau est un serviteur fidèle. Ce n'est pas lui qui pense, c'est lui qui exécute les instructions qu'on lui donne. Et les instructions qu'on lui donne viennent des applications que nous utilisons, pour prendre une métaphore avec l'ordinateur. Et dans cette métaphore, on peut dire que les mots correspondent aux différentes applications. Si j'utilise le verbe être, par exemple, au présent indicatif, je mets que telle chose et ceci. C'est comme si je mettais le signe égal entre ceci et telle chose. C'est pas pareil si je mets du conditionnel, j'aurais pas la même pensée, ou si je mets peut-être. Donc, il s'agit de faire attention aux mots que nous utilisons et de ne pas se laisser enfermer dans la pensée dogmatique, en ayant comme critère quel est le domaine de validité de ce qui est dit. Et à part les tautologies, on ne devrait plus utiliser le verbe être au présent indicatif. Déjà, Alfred Korzybski, dans les années 30, dans la sémantique générale, nous invitait à faire très, très attention à ce verbe être au présent indicatif, parce que dès qu'on l'introduit dans une phrase, si par exemple je dis Benoît est un voleur, on n'a pas du tout la même chose quand je peux préciser que Benoît a été vu à 3 reprises en prenant de l'argent qui n'était pas à lui dans le vestiaire. Entre les deux phrases, il y en a une où on s'enferme dans une vérité et on enferme soi-même et Benoît, et dans l'autre cas, eh bien, on est juste avec une constatation qu'à 3 reprises, Benoît a pris de l'argent qui n'était pas à lui. Donc, cette vigilance-là, elle doit être à tous les niveaux. Elle est à la fois donc, par rapport à nos ressentis, mais aussi par rapport aux mots que nous utilisons. Et sentir les mouvements de sa pensée, quand elle se ferme, quand elle se dogmatise, trouver donc un entraînement important, non pas pour ne plus jamais faire et éviter la pensée dogmatique, on peut tout à fait se régaler à penser de manière dogmatique, mais la seule chose, c'est d'avoir conscience qu'on est en train de le faire. Et lorsque on veut résoudre un nouveau problème, alors il faut accepter ce déséquilibre, cette déstabilisation cognitive et affective, en sachant qu'on rentre dans une autre dynamique, avec une autre sécurité, qui est celle que devrait et pourrait développer, dès le plus jeune âge, je le redis encore une fois, une éducation à l'incertitude. Alors, il me semble que l'époque actuelle est intéressante dans la mesure où l'état de crise qui affectait le monde occidental depuis pas mal d'années a pris depuis 1 an et demi, 2 ans, une autre dimension, et pratiquement tous les domaines sont concernés par cette crise. Donc une crise, c'est simplement un moment où on s'est décalé par rapport au réel, qui est complexe, encore une fois, je le dis. Et donc, on a voulu trop le simplifier, c'est-à-dire pas prendre en compte cette complexité. Et du coup, on est déconnecté par rapport à ce réel. Et une crise, c'est finalement un moment où on ne peut plus faire comme avant. Et donc, c'est une occasion. C'est d'ailleurs comme ça que le mot crise est traduit en chinois par occasion et en même temps danger. Mais c'est surtout une occasion de pouvoir changer, de pouvoir installer en particulier à l'université une culture qui correspond à l'état fondamental de la science, l'avancée de la science depuis Thalès. Et je rappelle que Thalès, 6 siècles avant Jésus-Christ, c'est celui qui a dit à son élève, Anaximandre, qui était en train de critiquer ce qu'il disait, il lui a dit 2 choses. Il lui a dit « c'est intéressant » et il lui a dit « continue ».
Donc, il me semble qu'on pourrait renouer, en tout cas c'est ce que je nous souhaite, avec la voie de Thalès, qui est à l'origine de la science et de la philosophie en Occident.